Ça, c'est ma fille, notre fille. Oui, tu disais? Alors, psychothérapie, psychanalyse. Enfin, tu vois, le passage du singulier de la cure type au pluriel, toi faisant du psychodrame, et puis quelques heures avant ou quelques heures après, faisant de la psychanalyse. Eh ben, psychothérapie, d'abord, moi je De la pense cure type. dans le face-à-face psychothérapique. Hein. Ouais. Bon, ce qui vient, c'est une banalité, mais enfin, je crois, c'est que la cure type reste quand même le modèle indispensable. Autrement dit, dans le mouvement qui, hélas, se fait, je le crains, où de plus en plus les analystes font du face-à-face à une ou deux séances et moins du divan à 3 ou 4 séances. Continue tranquillement. Je branche juste. Il a besoin d'un petit peu d'énergie. Voilà. Ne t'en fais pas. Tout à l'heure. Oui, les analystes français, mais je crois partout ailleurs aussi, font plus souvent du face-à-face à une ou deux séances et moins souvent du divan à 3 ou 4 séances. Et c'est très dommage, parce qu'au fur et à mesure, on risque de perdre ce modèle du divan qui a ses spécifications, à savoir l'attention flottante, le silence relatif, la distance, l'inconnu de l'analyste invisible, enfin tout un cadrage qui définit vraiment la spécification, la situation analytique. Je suis dans le livre là sur la réalité et la vérité, en quoi la réalité du psychanalyste, c'est justement qu'il n'est pas là. Bon, alors c'est dommage dans la mesure où plus on fait de psychothérapie et pas de divan, plus on perd le modèle. Et qu'à la longue, si on fait plus que des psychothérapies et plus du tout de la psychanalyse, je me demande si ça restera de la psychanalyse. Si finalement, même les gens, on les forme à la psychothérapie sans l'apprentissage de l'analyse et sans qu'ils aient eux-mêmes fait une analyse, c'est la fin des haricots. Je crois qu'il n'y a plus de psychanalyse. Ça va se diluer en pratique rogerienne, en pratique machin truc, tu vois, du cri primal, de la gestalt, tout ce qu'on veut, tout ce qui se donne une allure dynamique et relationnelle, avec du conflit, avec de la pulsion, avec tout ce qu'on veut, une espèce de tambouille, mais c'est plus de la psychanalyse. La seule chose qui garantisse, je crois, c'est le divan. Bon, ce que je dis là est assez banal, hein, je crois. Mais je pense aussi que c'est bien ce que tu dis dans ton livre, là, dont tu es en train de relire les épreuves, sur le psychodrame. C'est-à-dire que, dans l'autre sens, la conquête de nouveaux dispositifs psychanalytiques est intéressante pour l'enrichissement de la psychanalyse elle-même. Oui, à condition qu'on se demande en quoi c'est encore de la psychanalyse. C'est la question que je pose là, pour le psychodrame. La réponse est claire, là, c'est celle que j'ai trouvée, c'est que la visée est toujours de dégager d'autres sens derrière le sens apparent. Il y a toujours du préconscient et donc de l'inconscient. Alors c'est vrai aussi dans les thérapies MRBB, même dans la relaxation psychanalytique, telle que l'a fait Monique Deschaux, il y a toujours l'hypothèse qu'il y a autre chose à percevoir. Tout à fait. Bon. Est-ce que tu pourrais aller maintenant, avant-dernier point, aller du côté du présent et de l'avenir de la psychanalyse? Tu te souviens qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que là, on n'est pas très loin, me semble-t-il, de ce que tu as dit dans le texte d'ouverture des cahiers de l'air de Freud, et dans ce que tu as dit aussi dans la définition de la revue Psyché. Mais reformule ça à ta façon. Sur la psychanalyse, à tort, à raison, j'espère à tort, je ne suis pas très optimiste. Parce que j'ai l'impression que ça fait donc 125 ans, presque 130 ans que ça dure cette affaire,
et que Freud a lancé ça il y a en effet 1895, ça fait 125 ans, mais qu'on a beaucoup vécu sur le passé, sur Freud, sur des commentaires de Freud, sur des successeurs de Freud, sur les successeurs des successeurs de Freud, et finalement ça s'est diversifié en un très grand nombre de courants théoriques. On se demande ce qu'il y a de commun entre un Kleinien bontain, un Kohutien, tu vois, enfin il y a une demi-douzaine de grands, un winnicottien, un searlien, un bionien, etc. Il y a eu quelques années un congrès de l'IPA sur ce thème. Quelle est l'unité de la psychanalyse? Il y a une dizaine d'années. Et on peut se demander, en effet, quelle est l'unité de la psychanalyse. Oui. Oh, il y a des articles qu'on ne peut pratiquement pas lire si on n'est pas de cette version de la psychanalyse. Je ne parle pas seulement des lacaniens, mais aussi, si on ne connaît pas bien les concepts de Kohut, c'est pas facile de lire un article écrit par un Kohutien. Alors, qu'est-ce qui va rester de la psychanalyse dans cette fragmentation? L'appartenance à l'IPA, même pas, parce qu'il y a bien d'autres associations de psychanalystes dignes de s'appeler comme ça ou pas, mais en tout cas, la psychanalyse ne se résume pas à l'IPA. En tout cas, elle n'arrive pas à faire régner sa loi. C'est la même chose. Donc moi, je ne suis pas très optimiste, à la fois sur le plan de la pratique, c'est ce que je disais de la multiplication des face-à-face au détriment du divan, mais en ce qui concerne l'unité théorique. Alors, on peut se dire qu'il y a longtemps que ça dure. Ça dure depuis la scission de Jung et de Freud, en 1912. Et puis ensuite Adler et les autres. Donc, il y a des scissions, des anathèmes, c'est possible, avec un langage un peu comme ça, ecclésiastique de la scission, qui me gêne un peu, mais pourquoi pas. Mais maintenant, ça s'aggrave, parce qu'il y a beaucoup plus de forces divergentes, et souvent intéressantes. Beaucoup de ces développements théoriques sont intéressants, mais on ne voit plus très bien comment on le raccorde au reste. Si bien que chaque psychanalyste, il fait son menu comme il peut dans tout ça. Et je ne suis pas très sûr d'avoir beaucoup en commun avec un analyste américain qui travaille à Seattle ou ailleurs, tu vois, probablement pas. Si on se rencontre, on fera des politesses, vous êtes psychanalyste, moi aussi, il y a des chances qu'on n'ait pas grand-chose en commun. Donc je ne suis pas très optimiste et je ne vois pas très bien. Alors, qu'est-ce que sera la psychanalyse? Nous sommes en 2018, la psychanalyse existe encore. Qu'est-ce qu'il y en aura en 2118? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je crois qu'il restera quelque chose. Oui. Mais tellement banalisé, il y a au moins deux choses. L'hypothèse de phénomène inconscient, Oui. au sens psychanalytique, c'est-à-dire réprimé, Oui. et la sexualité, Oui. y compris infantile. Oui. Ça restera. Mais autrement... Une clinique du transfert, peut-être? Du transfert et du double transfert, enfin, pour ne pas dire contre-transfert. Le transfert préexistait avant Freud, il le dit avec beaucoup de modestie. Il dit bien qu'il n'est pas l'inventeur du transfert. Oui, mais tu vois, si le transfert, ça consiste à reporter sur la personne de l'analyste des schémas relationnels et des processus installés dans la relation avec le père et la mère, et tas de gens qui peuvent dire ça en dehors de la psychanalyse, qu'on reporte sur un personnage important ce qui est venu des parents. Les personnages significatifs, c'était Sullivan, ces gens américains, tu vois, qui ont fait des développements théoriques sur les personnages significatifs. C'est pas très difficile d'adapter les notions de transfert contre transfert dans ce cadre-là, qui n'est plus psychanalytique, dans la mesure où il n'y a plus pulsion-défense. C'est ça. Au fond, ce qui devrait rester, c'est le couple pulsion-défense. C'est ça. Et puis, donc, inconscient, sexualité infantile. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu crois que j'abuserais si je te demandais quelques mots? Bon, c'est pas le mot fin qui correspond, mais c'est le mot ponctuation. Qu'est-ce que c'est qu'être psychanalyste en fin de carrière pour toi, là, aujourd'hui?
Donc tu sais bien que je le dis avec beaucoup de respect et d'admiration, mais voilà, donc être psychanalyste, c'est aussi pouvoir aborder des choses comme ça. Donc tu n'as plus d'activité, tu reçois encore quelques patients? Non. Alors comment est-ce qu'on organise le sevrage de ça quand on est un psychanalyste passionné? Je crois qu'il faut répondre avec vérité, c'est un deuil. C'est un deuil, parce qu'on renonce à beaucoup d'activités, d'investissements qui avaient de la valeur et qu'on ne peut plus exercer. En partie parce qu'on choisit de ne plus le faire. Je ne dirais pas comme Lévi-Strauss qui un jour, je me souviens, interrogé par un intervieweur à la télévision, il s'extasiait cet intervieweur parce que Lévi-Strauss avait 101 ans, je crois. Et Lévi-Strauss, avec violence, a répondu « Non, il ne faut pas admirer. La vieillesse, c'est un naufrage. » Alors moi, je ne dirais pas ça. C'est pas du tout un naufrage, en tout cas pas pour moi. Mais c'est un deuil. On renonce à des quantités de choses, y compris en dehors même de l'activité professionnelle, mais on peut maintenir... Bon, on renonce. Le fait même d'avoir dû progressivement laisser se réduire ma clientèle, j'ai chassé personne, simplement de moins en moins de gens me demandaient une analyse de psychothérapie parce qu'ils voyaient mon âge. J'ai continué avec une personne jusqu'à la veille de Noël, c'était il y a 3 mois, parce qu'elle voulait continuer à venir. Après tout, c'était légitime, elle avait besoin de quelqu'un. Mais quand elle a décidé d'arrêter, j'ai dit oui, bien sûr. Donc là, il y a une perte. Et je me rends bien compte que maintenant, quand je réfléchis en psychanalyse ou que j'écris ce que je tente de faire, je regrette un peu d'avoir laissé s'assécher la source clinique. Les exemples, tout simplement, qui me viennent à l'esprit quand je veux discuter d'une idée, « Ah, mais oui, il y a une patiente qui, etc. » Ça se distancie et cette base clinique qui, pour moi, est la base indispensable de tout effort théorique, s'estompe un peu. Et ça, c'est un deuil. De même pour le psychodrame, j'ai fait du psychodrame, je ne sais pas, 30 ans, 30, je ne sais plus. Le jour où j'ai dû arrêter, tout simplement parce que prendre l'autobus et y aller une fois par semaine, c'était devenu trop pénible, j'ai vraiment fait un sacrifice. D'où ce livre d'ailleurs que je publie, c'est une espèce de testament. Voilà, alors comment on subsiste? Pour moi, c'est tout simple. Hein. Je continue à penser, à réfléchir, à lire, et à vouloir en faire quelque chose. Et pour moi, en faire quelque chose, c'est toujours l'avoir mis en forme du meilleur langage que je puisse, c'est-à-dire par écrit. Il faut vraiment la contrainte de l'écrit. Et pour le publier, parce que depuis toujours, quand j'ai fait quelque chose, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je le garde. Le signe que ça existe, c'est de voir le livre. C'est ça, c'est ça, et du partage, parce que quand le livre existe, c'est une matière partageable. Quand il m'est arrivé, de temps en temps, ça arrive, de rencontrer d'un colloque, un enseignement, quelqu'un qui me dit, vous savez, j'ai lu votre livre. Alors, moi, bêtement, je dis, oui, lequel? Ça m'a intéressé, vous savez. Ça fait toujours très plaisir, ça. Parce que quand on lance un livre, on ne sait absolument pas quel sera son destin. Bien sûr. Et quand de temps en temps quelqu'un vient et témoigne que ça lui a inspiré quelque chose, c'est une récompense. Voilà. Comment je m'en tire? Écoute, alors il y a une chose qui manque, c'est que tu donnes aussi beaucoup à des gens dont moi je fais partie, c'est-à-dire que des rencontres comme ça, c'est aussi des moments forts. Oui, pour moi, en tout cas. Pour moi aussi, dans la mesure où ça permet d'exister. Voilà. J'aurais existé 2 heures de plus. Merci infiniment, cher Roger. Merci d'avoir été là.